Mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes. La Fédération française de moto a le plaisir de vous accueillir dans ce lieu prestigieux qu'est la bibliothèque de l'Automobile Club de France. C'est un moment particulier que nous allons vivre ce matin avec la toute dernière conférence de presse de Jacques Boll en tant que président de la Fédération française de moto. Et c'est donc l'occasion de dresser le bilan des principales actions des 12 années de sa mandature. Bonjour Rémi, bonjour à tous. Alors avant cela, nous tenons à saluer la présence de Patrick Leparc, le vice-président de la FFVE, Jean-Luc Mars, président de la branche 2-3 roues à moteur de la SIAM, Jean-Pierre Mougin, vice-président du CNOSF, Philippe Machu, vice-président UFOLEP, Nadine Anlot, présidente de la branche 2 roues du CNPA, Edith Quincé, présidente du Codever, Céline Aubrin, du Bureau national de la FFMC, Patrick Jacot, président de la commission des usagers vulnérables du CNSR, Patrick et Sophie Casanova, président du groupe et présidente des éditions La Rivière, Pierre Fillon, président de la CO, Philippe Lecomte, le président du Motoclub d'Ernée, Serge Saulnier, président du circuit de Manicourt, ainsi que les nombreux élus et représentants des partenaires de la FFM et des médias. Et je vais maintenant demander à celui qui a gagné un grand prix en 1983. Rémi, s'il te plaît, je pense que tout le monde connaît cette longue tirade que tu nous as fait à chaque fois. Hein. Tu pourrais nous la réciter. Jacques Boll, vainqueur de Grand Prix. On va essayer de moderniser tout ça. D'ailleurs, on n'a jamais rien vu de tout ça, finalement. Hein. Moi, j'étais même pas né. Donc, je me suis dit, je vais me renseigner. On va aller chercher un petit peu. Et on a fouillé dans les archives, dans le patrimoine de la Fédération française de moto, et on a retrouvé des images. Le président sur la plus haute marche des podiums. Difficile quelquefois à imaginer, mais oui. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, retour sur l'histoire d'un jeune pilote moto devenu président. Action. Voilà, en ce qui concerne l'actualité, ajoutons-y quand même le sport, et en particulier Bernard Giraud, ce triplé français de qualité, Boll, Espier, Saron, c'était hier à Silverstone en 250 cm3. Sarro, Lavindon, Wimmer ont encore toutes leurs chances et le miracle va se produire. Dans quelques instants, regardez bien, c'est ici. Jacques Boll remporte son premier Grand Prix. Thierry Espier se passe deuxième, Saron troisième. Une victoire à valeur de consécration pour celui qui a débuté la moto 8 ans plus tôt. En 1975, à 16 ans, il prend sa première licence au motoclub de Lézigny, en Seine-et-Marne. Un an plus tard, il s'engage en Challenge Honda 125, compétition qu'il remporte. Suivent 2 titres nationaux, en 125 en 1981 et en 250 en 1982. À l'international, sa carrière prend son envol. Il dispute 4 saisons avec à la clé 5 podiums. En parallèle, il prend les rênes du motoclub de Lézigny pour devenir un organisateur incontournable en Île-de-France. En 1985, c'est la commission des courses sur route de la FFM qu'il rejoint. Il en prend la présidence en 1988 pendant 16 ans. Et la fédération a estimé qu'il fallait recréer une dynamique en la matière et permettre notamment aux jeunes pilotes qui avaient atteint un bon niveau en championnat de France d'accéder au Grand Prix. Il est également le président de la Ligue motocycliste d'Île-de-France jusqu'en 2008. Le 8 septembre de cette même année 2008, il devenait président de la Fédération française de motocyclisme. Je vous demande de l'accueillir et de faire pour une dernière fois une ovation pour Jacques Boll, qui est le toujours président de la Fédération française de moto. Merci. Merci à toutes et à tous. Merci Rémi. Merci de l'accueil que vous me faites, si l'on peut dire, pour cette dernière conférence de presse. Alors bon, évidemment, c'est un petit peu d'émotion. Hein. C'est sans doute la conférence de presse où j'aurai le plus d'émotion. J'espère pas trop. En tout cas, moi, je suis très content d'être ici. Je suis très content de voir autant de monde pour fêter, malgré les conditions
sanitaire que vous connaissez. Vous êtes très nombreux à être venus, certains de loin, pour m'accompagner donc dans cette dernière conférence de presse à quelques jours des élections de la Fédération. Alors évidemment, vous venez de le dire, avec le Covid-19, le travail de la Fédération française de moto a été fortement impacté pour toutes les équipes. Oui, 2020, c'est un euphémisme de dire que c'était une année compliquée. C'était une année très compliquée pour tout le monde d'ailleurs, mais pour la fédération également bien sûr. On est en pleine période de prise de licence, et tout s'est arrêté brutalement. On a perdu à peu près les 2/3 de nos épreuves. On s'est battu, tu le sais, on s'est battu pour essayer d'en conserver le maximum, mais de nombreuses épreuves et des grandes épreuves ont dû être annulées. Alors on a la chance d'avoir quand même le Grand Prix de France de vitesse ce week-end, mais on n'a pas eu de Grand Prix de France de motocross. On a sauvé l'enduro, on a sauvé le trial. Mais ça a été dans tous les cas très très compliqué. Un point financier également, Président ? Alors on a la chance d'avoir une fédération en bonne santé financière, donc ça va nous permettre de passer cet épisode en espérant bien sûr qu'il ne soit pas trop long, parce que si ça continue en 21, là ce sera difficile pour la nouvelle équipe. Mais en tout cas, on peut dire que 2020, on a réussi à le passer avec difficulté, sur le plan financier également, mais enfin, il n'y aura pas de drame puisqu'on n'a pas été obligé de licencier, on ne le licenciera pas, puisqu'on a une santé financière qui est bonne, ça va nous permettre donc de passer l'obstacle. Alors vous avez parlé du Grand Prix de France, on va parler du plan sportif avec Fabio Quartararo, fantastique, qui remporte 3 Grands Prix. Le week-end dernier, on a vu Lucas Mayas également gagner en Mondial Supersport. Et il y a eu pas mal de victoires également et de succès en motocross, Maxime. Effectivement, le championnat n'est pas encore terminé, mais leader en MX2, on a Tom Vial. En Europe, c'est Thibaut Bénistan. Aux États-Unis, Dylan Ferrandis. Marvin Musquin est actuellement à la 3e place également de son championnat. Donc ça bouge et ça marche bien. D'autres disciplines, Rémi? Effectivement, dans toutes les disciplines, ça a brillé. Le trial, le supermotard avec Thomas Charrère, trial avec Naomi Monnier, et puis l'enduro, Loïc Larieux, également sur les courses sur piste avec Mathieu Tressarieux, et également les courses de côte avec Steven Bellavoine. Alors on va faire une conférence de presse en 10 thématiques, Jacques, et on va aborder tout de suite la première thématique. Oui, alors il faut simplement rappeler 10 thématiques pour rappeler en fait les principaux chantiers que l'on a lancé au cours de ces 12 années et puis qu'on a mené à bien à terme. Donc j'ai souhaité qu'on3 tous ces chantiers. On en a sélectionné 10 pour montrer le travail qui a été fait, qui a été mené à bien au cours de ces 3 mandatures. Allez, on va commencer avec la première thématique tout de suite. La politique d'acquisition de sites de pratique. On va retenir un premier chiffre, Président, le chiffre de 15. La FFM a acquis 15 sites de pratique moto. Président, donc en quoi consiste cette démarche ? Vous savez, aujourd'hui, on fait le constat que, j'en discutais avec Alexis Masbou à l'instant, on parlait du circuit d'Albi. Aujourd'hui, les équipements sont menacés. En créer de nouveaux, c'est quasiment impossible. Aujourd'hui, au cours de ces 12 années, moi j'ai vu 4 ou 5, soit des industriels, soit des investisseurs qui voulaient monter des équipements, notamment des circuits de vitesse. Il n'y en a pas un qui a vu le jour. Voilà. En matière de motocross, c'est la même chose. Aujourd'hui, malheureusement, la société fait, on peut parler de le mouvement écologique aujourd'hui, et puis les difficultés de la société font que, ou l'évolution de la société font qu'aujourd'hui, c'est quasiment impossible de créer un équipement de sport mécanique. Alors, on a la chance d'avoir un énorme maillage, notamment en termes de circuits de motocross. Et on a près de 600 terrains de motocross. Malheureusement, on les voyait petit à petit disparaître. C'est souvent c'est pas forcément des problèmes environnementaux d'ailleurs, c'est quelquefois simplement une succession et la structure locale, le motoclub local n'a pas les moyens de racheter le site. C'est pas forcément très cher, mais vous savez, des clubs qui ont 100 000 € en trésorerie dans le motocross, c'est pas légion. Donc en fait, la fédération a proposé à ces clubs, dans une démarche de sauvegarde, on leur a dit, écoutez, nous ce qu'on vous propose, c'est de racheter l'équipement, de racheter le terrain, et puis vous continuerez à le gérer aux mêmes conditions qu'avant. Voilà. Donc on l'a fait à 15 reprises. À 15 reprises, on a racheté un équipement un peu partout en France. Il y a normalement une carte qui doit apparaître. On va voir cette carte de France des circuits acquis par la fédération. On voit l'ensemble des circuits, donc une majorité de circuits de motocross, mais pas que.
Et on a également un équipement de trial, Cornillon, hein, c'est un équipement de trial. Voilà, on aura même peut-être un jour une piste de vitesse, une piste de kart par exemple, qu'on pourrait reprendre. Enfin, en tout cas, ce sera la nouvelle équipe qui travaillera là-dessus, mais je crois que, à mon avis, c'est quelque chose à maintenir dans le futur. Et alors, juste pour comprendre comment ça fonctionne, la fédération est propriétaire et le club gestionnaire? Locataire, gestionnaire, tout à fait. Très bien. Voilà ce qu'il en est de l'acquisition de ces circuits de motocross. Et parmi justement ces terrains, il y a un terrain symbolique. On va remonter en Mayenne, c'est le circuit d'Ernée, où cette année, il va y avoir par exemple le motocross des nations. C'est une acquisition importante. On peut voir des images de ce magnifique circuit d'Ernée. Ernée, le motocross des nations. On n'a pas pu faire cette épreuve cette année, mais il appartient donc à la fédération. Alors on peut forcément quand même espérer retrouver les nations ces prochaines années. Ernée avec Ernée. Saint-Jean d'Angélis, c'est l'un des deux plus grands terrains français. Hein. Donc en effet, le club a eu des problèmes, le président est là, hein, le club a eu des problèmes de trésorerie et donc suite à un événement, un Grand Prix qui ne s'est pas très bien passé sur le plan économique, et donc la fédération a repris le circuit, autrement on peut penser que le club aurait disparu. Donc voir disparaître notre plus beau, ou l'un des deux plus beaux terrains français, ça aurait été évidemment dommageable pour le sport moto français. On préserve de cette façon le sport moto français, en motocross, on l'a vu, mais également en vitesse, Rémi. Oui, effectivement, puisqu'on va passer maintenant à la deuxième thématique. On reste dans le domaine des circuits et on va parler donc du circuit Carole. Et d'abord, également, là aussi en image, un rappel de ce circuit francilien. Voilà, alors Président, en quelle année et pourquoi la Fédération France de moto a repris la gestion de ce circuit Carole ? Oui, alors là, c'est le schéma inverse de ce que j'évoquais précédemment avec les terrains de motocross. Là, on n'est pas propriétaire de l'équipement. Hein. Rappelons que c'est un circuit qui appartient à l'État. Par contre, il y avait un gestionnaire jusqu'en 2011. C'était le département de la Seine-Saint-Denis. Et ça leur coûtait très cher. Ça leur coûtait très cher. Et le président, enfin l'équipe qui dirigeait le département a changé. Et la nouvelle équipe a voulu se séparer de cet équipement qui leur coûtait cher. Voilà. C'était déficitaire, hein, soyons clairs. Et donc l'État a cherché un nouveau gestionnaire et la fédération s'est portée candidate. Et donc on a récupéré en 2012 la gestion de cet équipement. On a essayé de le moderniser. Je crois qu'on en a fait un équipement qui fonctionne bien aujourd'hui. Et au passage, on gagne des sous aujourd'hui. La fédération, en tout cas, le circuit n'est pas déficitaire. Il est même bénéficiaire depuis 2014, je crois. Et rappelons que c'est en partenariat avec la FFMC également, c'est très important. Oui, tout à fait. Là-dessus, bon, ça fait partie, alors on en parlera peut-être tout à l'heure, mais moi j'ai souhaité avec différentes entités, avec l'UFOLEP, avec la FFMC, on a essayé de travailler de façon constructive, la main dans la main, et notamment, c'est un bon exemple, là-bas la fédération, la FFMC était présente sur le circuit Carole, et moi je leur ai dit, écoutez, le circuit, on peut le gérer à deux, en fait. Vous pouvez nous aider, est-ce que ça vous intéresse? Et ils sont venus à nos côtés. Et en effet, la FFMC est notre partenaire sur la gestion du circuit Carole aujourd'hui. Et puis quelque chose qui m'a surpris, c'est qu'en fait, c'est presque ouvert 365 jours par an. Pas totalement, mais pas loin tout de même.
Oui, c'est ouvert presque toute l'année. Et puis rappelons que nous avons 26 week-ends par an gratuits. Vous savez que le circuit Carole, à l'origine, les anciens se souviennent, il y avait des courses sauvages à Rungis. L'État a construit un circuit pour que les motards arrêtent de se tuer sur les circuits de Rungis. Et donc, le circuit devait être en partie gratuit pour que les motards puissent y venir sans problème, sans difficulté. Et on a maintenu cette prescription sociale. Elle existe toujours aujourd'hui, depuis 1979. C'est l'année de la création du circuit Carole. Eh bien, il y a toujours la moitié des week-ends qui sont gratuits. Merci Président. Voilà pour ce circuit Carole. On va passer avec vous Maxime à la troisième thématique. Et oui, pour que des circuits vivent, il faut des pratiquants. On va parler justement de la progression du nombre de pratiquants. Un thème central, forcément pour une fédération, le nombre de licenciés, qui est à peu près de 100 000. On n'est pas loin des 100 000 actuellement. Et ça n'a pas été toujours le cas, justement. On va voir, Président, sur ce graphique, une évolution. Parlez-nous de cette évolution du nombre de licenciés. Oui, grosso modo, 65 000 licenciés quand j'arrive en 2008. Aujourd'hui, pas loin de 100 000. Alors, il y a eu d'une part une progression des licences annuelles, d'une part. Les licences journées sont restées à peu près stables. Mais il y a eu aussi un nouveau titre qui s'appelle le Pass Circuit, parce que moi j'ai pensé qu'il fallait avoir des titres faciles d'accès, qu'on pouvait prendre des one-shots en fait, que l'on pouvait prendre ponctuellement à un prix réduit, sans certificat médical, etc. Donc c'est pas une licence, c'est ce qu'on appelle un titre de participation. Et c'est quelque chose qui a démarré en flèche et qui aujourd'hui, il y a plus de 20 000, 21 000, je crois, passe-circuits qui sont vendus. Donc ça explique en partie l'augmentation. Si vous retirez les passe-circuits, on arrive à peu près à 75 000 licences. Donc ça sera quand même une progression d'environ 10 000 par rapport aux licences, je dirais, classiques. Mais le fait d'arriver avec un nouveau titre, parce que je l'ai déjà dit, il y a une évolution en fait de la pratique. Les gens pratiquent toujours autant le sport moto, mais moins en compétition aujourd'hui qu'en 2008 et plus en loisir. C'est-à-dire que les gens vont au circuit Carole, ils ont envie de tourner sur la piste du circuit Carole, donc ils prennent un titre fédéral pour ça. Mais quand vous leur proposez d'aller faire la course de promo sport qui va se dérouler dans 15 jours, là on les sent moins chauds et en fait on a une pratique compétitive qui est stable globalement, en tout cas qui n'augmente plus depuis maintenant 6 ou 7 ans. Par contre on a une pratique de sport loisir qui augmente, qui continue d'augmenter et c'est quelque chose, je pense que Jean-Pierre Mougin, le vice-président du CNOSF qui est présent le confirmera, c'est quelque chose qu'on remarque dans de très nombreux sports, dans de très nombreuses disciplines, c'est pas spécifique à la moto, que ce soit en aviron ou dans n'importe quelle discipline, eh bien les gens font plus de sport mais moins de compétition. Très bien. Évolution donc des licences, du nombre de licenciés, évolution également de la pratique. On se fait plus plaisir, plus côté loisir. Forcément, quand on prend une licence, on est assuré. Rémi, ça nous emmène vers le prochain thème. Oui, effectivement, la politique assurantielle optimisée. Président, le sport moto a connu des secousses en 2010, un vrai revirement. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé au niveau de ces assurances ? Alors, 2010, c'est une évolution en termes d'assurance responsabilité civile. Il faut préciser toujours un petit peu les choses. Il y a deux choses en termes d'assurance. Il y a la RC, la responsabilité civile, qui sert à couvrir les dommages que vous pouvez causer à autrui. Et puis, il y a l'assurance individuelle, qui couvre vos propres dégâts matériels ou corporels. Bien, alors ce qui a évolué en 2010, c'est l'ERC, c'est-à-dire que précédemment, il y avait une théorie juridique qui s'appelait la théorie de l'acceptation des risques. C'est le fait qu'on considérait que lorsqu'on se blessait dans le cadre d'une pratique assumée en toute connaissance de cause, si l'organisateur n'avait pas commis une faute caractérisée, eh bien on ne pouvait pas se retourner contre l'organisateur. Or, la jurisprudence évolue. Aujourd'hui, on est de plus en plus sur ce qu'on appelle une responsabilité de plein droit, c'est-à-dire que le simple fait de proposer une activité sportive à risque, même si vous ne commettez pas d'erreur en l'organisant, de faute en l'organisant, malgré tout, la personne, si elle est blessée, elle peut se retourner contre vous. Donc aujourd'hui, les magistrats considèrent qu'il y a des gens qui ont 19 ans, qui sont paraplégiques, et il faut trouver un moyen de leur permettre de vivre correctement. Et donc il y a des assurances qui sont là, elles ne sont peut-être pas à la base prévues pour ça, mais en tout cas, on a largement élargi le champ de couverture. Mais évidemment, il faut les payer, les assurances. Et les primes, on a eu une très grosse inquiétude au début, parce que les assureurs nous avaient annoncé une augmentation des primes par 10.
Hein. Ils voulaient augmenter les primes par 10. Ce qu'on payait 1 000 euros, ça aurait été 10 000. Ce qu'on payait 10 000, ça aurait été 100 000. Bon, on a réussi, en travaillant avec des assureurs étrangers, on a réussi à figer un peu le marché. Hein, mais je ne suis pas sûr que ça durera comme les impôts. Hein. Et donc, aujourd'hui, on a toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Alors ça, c'est le premier point. Ça concerne l'ARC. Et puis, le second point considère c'est l'individuel accident. Alors les licences, elles servent à ça. Elles servent à couvrir les dommages que vous avez vous-même. Lorsque vous vous blessez, eh bien, vous touchez une indemnité si vous avez une invalidité. On prend en charge les frais qui ne seraient pas couverts par la Sécu. Et donc c'est à ça que sert la licence. Jusqu'à maintenant, quelqu'un qui était très gravement blessé, un tétraplégique par exemple, il touchait 40 000 euros. Quand vous êtes tétraplégique, 40 000 euros, c'est ridicule. C'est ridicule. Donc vous aviez plutôt intérêt à aller devant la justice pour essayer de trouver une faille, pour essayer d'obtenir plus. Donc moi j'ai souhaité qu'on augmente considérablement ce plafond, ce niveau de couverture. Et aujourd'hui, pour le même type d'accident, on touche un demi-million, 500 000 euros. C'est encore insuffisant. Mais c'est 10 fois plus. C'est 10 fois plus. Lorsqu'on touche un demi-million, ça permet quand même de voir les choses d'une autre façon. Voilà, donc c'est l'un des chantiers qu'on avait ouvert, je pense qu'on a largement amélioré les choses aujourd'hui, parce qu'on est resté sur les tarifs de licence à peu près comparables. C'est toujours trop cher. C'est toujours trop cher. D'ailleurs, j'ai retrouvé un article, je crois, de Motorevue de janvier 70. Hein. La première question qu'on pose au président de l'époque, c'était une conférence aussi, une petite conférence de presse. La première question qu'on pose, c'était pas toi l'animateur, je ne crois pas, que l'on pose au président de l'époque, il s'appelait Jean Le Sueur. On est en janvier 70. Le prix des licences, président, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Enfin, c'est une question sur le prix des licences. Voilà. Donc ça sera toujours trop cher. Même si on les baisse, c'est arrivé, c'était encore trop cher. Donc de toute façon, ce qu'il faut en face, c'est avoir un produit compétitif, et notamment en termes d'assurance. Aujourd'hui, hein, il faut que quelqu'un qui achète une licence relativement chère soit bien couvert s'il a un gros pépin. On va quand même parler de coût, Président. Ça doit avoir un coût important pour la FFM, ce que vous venez d'expliquer. On va le voir avec un autre graphique. On va voir qu'il y a vraiment eu une forte augmentation à partir de 2014, en fait. Oui, alors ça c'est un graphique qui démontre donc le coût pour la fédération, le coût des licences. Bon, ben, on est passé en gros de 2 millions, 2 millions, on est passé à 3,5 millions aujourd'hui. Hein. Donc on n'a pas tout à fait doublé, mais c'est une augmentation très importante. Et sachez que c'est quelque chose qui va continuer à augmenter. Ça va continuer à augmenter parce que si on veut... D'abord, l'assurance est globalement de plus en plus chère. Et si on veut continuer à améliorer les couvertures et les indemnités, eh bien, on va continuer sans doute... Enfin, je pense que la nouvelle équipe continuera à augmenter ce poste et donc améliorer ce poste, donc à augmenter son coût. Voilà, on voit bien quand même que ça a été stabilisé depuis quelques années. Merci, Président. On va passer à la thématique suivante, Maxime. Qui est le soutien financier aux motoclubs. Et alors là, on peut même parler de révolution culturelle fédérale. Il s'est passé quelque chose pendant ces dernières mandatures, et ça peut paraître normal qu'une fédération aide ses clubs. Eh bien, ce n'était pas forcément le cas avant. Et justement, c'est ce qui a changé. Alors, Président, pourquoi et comment, dans vos mandatures, vous avez inversé l'ordre établi? Alors ça a été une évolution de la doctrine. Une évolution de la doctrine. Précédemment, on considérait que c'était en tout cas pas vraiment ceux qui pratiquaient le sport qui devaient payer son organisation, sa structuration. Moi, j'ai souhaité vraiment faire inverser cette... vous savez, demander dans une fédération, augmenter le prix des licences et dire c'est ceux qui pratiquent le sport qui doivent payer son financement, qui doivent prendre en charge son financement, c'est difficile. Vous savez que vous avez en face de vous des élus qui ne comprennent pas ce discours, qui vous disent ben non, ça coûte déjà tellement cher de courir à moto, augmenter encore le prix avec des licences, en augmentant le prix des licences, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il faut arriver à leur faire convaincre, il faut réussir à les convaincre que si on augmente le prix des licences, parce que c'est la principale source de financement de la fédération, ça permettra d'améliorer l'offre. Il faut que l'offre soit meilleure. Les gens prennent des licences pour participer à de l'activité moto, notamment à des compétitions, par exemple. Hein, ce n'est pas pour les beaux yeux de la fédération qu'ils prennent une licence. Bon, donc il fallait que l'offre soit meilleure, notamment par exemple en termes d'assurance ou en termes d'offre de pratique. Et l'offre de pratique, elle est organisée, elle est proposée par qui? Par des clubs. Par les clubs. Ce n'est pas la fédération qui, de l'avenue Parmentier, organise nos 1300 épreuves. Ce sont les clubs qui l'organisent. Donc il fallait aider les clubs, leur donner des moyens. Alors il y a différentes possibilités pour aider les clubs, on les aide aussi sur le plan juridique, etc. etc. Mais l'aspect financier est toujours, c'est le nerf de la guerre, hein, l'argent. Donc avant, les clubs devaient payer
pour courir, y compris une petite épreuve, hein, une épreuve régionale. Il y avait des droits à verser à la fédération. C'est la première chose que vous vouliez organiser une épreuve, une petite épreuve régionale, on vous disait il faut payer. Bien, aujourd'hui, non seulement ils ne payent plus, mais aujourd'hui, on les subventionne. Si vous organisez une épreuve, vous touchez 1 650 €, je crois, par épreuve. Vous avez raison, on le voit, c'est juste derrière. C'est parti de 0 € en 2010 et on est maintenant à 1 650 € d'aide pour les clubs organisateurs en France. Mais je peux vous garantir que c'est... Alors, pour ceux qui sont dans le monde de l'entreprise, on peut peut-être pas très bien comprendre pourquoi c'est difficile d'arriver à convaincre un comité directeur fédéral de cela. Mais vous savez, il y a des guerres homériques dans certaines fédérations pour 2 €. Hein. Augmenter une licence dans certaines fédérations que je ne citerai pas de 2 €, c'est 1 heure de débat en comité directeur. Bien. Moi, je dis si les 2 € permettent d'améliorer l'offre, hein, de faire en sorte que les licenciés aient une offre meilleure, et plus de manifestations, une pratique plus facile, ben c'est gagné. Et nous, c'est ce qu'on a essayé de faire à la fédération. Et d'ailleurs, notre nombre de licenciés continue d'augmenter, en tout cas il ne le baisse pas. C'est donc l'impact du prix des licences visiblement est faible, en tout cas il n'y a pas d'impact, puisqu'on a augmenté notre nombre de licenciés tout en améliorant l'offre. C'est peut-être d'ailleurs parce qu'on a amélioré l'offre qu'on a plus de licenciés. Voilà, c'est un tout. En tout cas, voilà, ça c'est l'aide au club organisateur qui a fortement évolué et qui a même été inversée dans l'esprit, puisque avant on devait payer, maintenant on reçoit des sous. Voilà pour le bilan côté club organisateur. Et on va passer maintenant à une autre valorisation, celle du patrimoine motocycliste. Voilà, effectivement, on sait que l'histoire, c'est une de vos passions, Jacques. Vous avez eu l'idée de créer le fonds de dotation pour le patrimoine du sport motocycliste. D'où vous est venue cette idée ? Parce qu'à la fédération, jusqu'à maintenant, personne ne s'était vraiment intéressé au patrimoine. Hein. On avait une armoire dans le sous-sol où était mis l'armoire du patrimoine. Des armoires, quand même. Non, c'était une armoire. Et c'est là où on a retrouvé vos photos, hein, d'ailleurs, de champions. Ah oui, ça c'est autre chose, d'accord. Mais en tout cas, toute la documentation, et rappelons que la fédération elle a été créée en 1913, hein, toute la documentation était dans une armoire, et puis il y avait d'autres choses qui étaient dispersées un peu partout, et je me suis dit, en fait, on pourrait essayer de mettre en place une structure pour essayer un petit peu de pérenniser tout ça, parce que si à un moment donné on ne s'occupe pas du patrimoine, il est perdu, dilapidé, il y a des inondations, il y a des gens qui considèrent que ça n'a aucun intérêt et on a besoin de place. Vous savez qu'à une époque, à la fédération, on a eu longtemps des photographes à la fédération, hein, depuis les années 70, et donc on avait, de 95, 80, on avait vraiment un stock de photos, c'était des diapos, hein, on en avait mais des dizaines, des centaines de milliers. Hein. Il y avait un photographe qui s'appelait Patrick Tranduc, que certains ont connu, et qui avait fait Philippe Ouada, on a eu 2 photographes. Et un jour, eh bien, le directeur en place a eu besoin d'espace, et puis toutes les photos, elles sont parties à la benne. Il a fait le ménage. Voilà. Alors, moi je me souviens d'ailleurs de Patrick Tranduc pleurant en découvrant que toutes ces photos avaient été jetées. Donc, à mon avis, c'est quelque chose qui ne doit plus arriver. Et c'est pour ça qu'il fallait mettre en place donc cette structure, et puis après l'élargir, bien sûr, pas rester uniquement sur la fédération, hein, l'élargir à l'ensemble du patrimoine du sport moto. Hein. Donc on a mis en place une structure qui à terme devrait être indépendante de la fédération. En tout cas, c'est une personne morale qui est indépendante. On l'a mis en place, et puis donc on a un conseil d'administration avec des gens de différents horizons. Il y en a plusieurs qui sont dans la salle aujourd'hui. Et puis on a l'intention de faire vivre cela et puis de sauvegarder au mieux le patrimoine du sport moto. Une des idées de sauvegarder le patrimoine et que les photos, les diapositives soient plus jetées, c'est de les mettre en les publiant dans des livres. Et ça a été le cas puisqu'il y a eu 6 ouvrages qui ont été édités. Oui, alors là aussi, vous savez, la mémoire, c'est quelque chose qui disparaît parce que les gens vieillissent, ils s'en vont. Et pour moi, alors bien sûr, il y a tout ce qui est numérique, mais aujourd'hui, est-ce qu'on est bien certain que le numérique va rester de quelle façon ? Pour moi, aujourd'hui, mais je suis peut-être de l'ancienne génération, malgré tout, ce qu'on appelle le print, hein, les livres, l'impression, ça reste. Et lorsque vous faites
1000 livres, par exemple, je suis persuadé que dans 50 ans, il en restera quelques dizaines en tout cas. Il y en a qui auront été évidemment perdus ou jetés, mais il en restera et c'est quelque chose qui fera date. Et donc j'ai souhaité en effet marquer un petit peu sur différents thèmes, motocross, vitesse, etc. Le motocross, c'est celui qui vient de sortir il y a quelques jours. Là. Tout à fait. Alors ça c'est un bon exemple. Il y a 48 circuits français, dont un certain nombre n'existent plus, qui ont accueilli au moins une fois un Grand Prix de motocross. Il y en a des endroits où même les locaux s'en souviennent plus. Dans les années 50, il y a eu des Grands Prix où plus personne, et d'ailleurs on a eu du mal à retrouver l'endroit où s'était déroulé un Grand Prix quand même. En 59, je crois, par exemple, à Mayenne. Il y a eu un Grand Prix à Mayenne. Eh bien, même les Mayennais se souvenaient vaguement, oui, qu'il y avait eu un Grand Prix, mais vous savez, moi j'avais 7 ans à l'époque, je ne sais plus où c'était, etc. Et donc on a eu du mal à retrouver l'endroit, le site où a eu lieu le Grand Prix. Alors, Pascal Audiquer, que je salue, s'y est employé, il y a travaillé pendant longtemps. Et puis on a réussi donc à retrouver la trace, la mémoire de ces 48 circuits. Et donc c'est relaté dans ce livre qui vient de sortir, là, Motocross en France, les circuits de légende. Merci Jacques. Alors concernant ce fonds de dotation, on va écouter, vous avez parlé des différents membres dont certains sont présents ici. On va écouter l'un des administrateurs de ce fonds. On va écouter monsieur Éric Dessen. On avait parlé spontanément plusieurs fois de cet engouement qu'il y avait d'un côté pour le patrimoine moto, les motos de collection, la mémoire. On avait évidemment tous les deux remarqué ce qu'avait fait X70 avec toutes ces interviews sur l'histoire de ces pilotes, l'histoire de ceux qui ont fait le sport moto et qui pouvaient se raconter. Et puis, étant moi-même sensible à ça, ayant quelques motos, je me posais aussi la question de savoir quoi faire de ces motos, parce qu'à mes yeux, évidemment, elles ont une grande valeur d'histoire, de complicité, de connivence, mais après soi, on aime bien se projeter. Et donc, je trouve que ces idées de fonds de dotation ou de fondation étaient dans l'air, et on en avait parlé plusieurs fois ensemble. Et un jour, il m'a surpris, parce que j'étais au Grand Prix de France de motocross à Ernée, dans le bus de la FFM, et il me dit « Eric, je voudrais quand même te parler d'un truc, il faut qu'on avance, il faut qu'on bouge ». Et il a totalement pris la balle au bon. En tant que bon juriste, il a défriché le territoire juridique qui pouvait être celui du fonds de dotation. Et ça a permis de se projeter tout de suite dans une structure qui permettrait à la fois de construire, bâtir, structurer et se donner des objectifs qui puissent permettre de garder cette mémoire formidable du sport moto. Il a l'énorme vertu de resituer, de repartager là d'où on vient. Et ça aidera nos futurs teams, nos futurs pratiquants, nos futurs passionnés de comprendre quels peuvent être aujourd'hui leur engagement au service du sport moto. Alors, pour alimenter le fonds sur des projets, il va y avoir la mise en place d'un site web pour les donations. Et je vous propose de regarder une vidéo qui est le témoignage d'un des premiers donateurs qui est présent dans cette salle, c'est Philippe Monneret. Notre famille fait partie de ce patrimoine, parce que mon père a commencé à courir en 1924, il y a eu mon demi-frère et eu moi. Et donc, cette histoire de la moto, c'est important de le conserver. Moi, je trouve ça super. C'est en plus Jacques Boll qui amène ça. Jacques qui fait partie aussi du patrimoine de la moto parce qu'il a quand même gagné un Grand Prix avec une moto française. Donc ça, c'est fort. Un des premiers sujets qui sera dans le fond sur le site web, ce sera la saga des Monneret, parce qu'il n'y avait pas que Philippe, il y en avait d'autres et de remarquables. Je remercie Philippe de considérer que je fais déjà partie du patrimoine du sport moto. Mais enfin, c'est un peu vrai. Toi aussi d'ailleurs, toi aussi. Voilà. Ben voilà, on a terminé en tout cas avec ce thème et on va passer au thème suivant avec vous, Maxime. Oui, qui est la sécurisation des circuits de motocross. C'est le thème numéro 7. On a parlé des assurances, on va parler d'un autre thème qui est fort dans vos mandatures, cette sécurisation des circuits de motocross. Alors, pouvez-vous nous rappeler quand est-ce que cette action a débuté et quelle était la démarche, quelle était l'idée derrière cela ? Alors, il faut reconnaître que c'est un pilote qui a attiré mon attention là-dessus. Il s'agit de Michael Pichon.
Et un jour, c'était à l'Enduropal du Touquet, je crois, en 2011 ou 2012, peut-être 2012. Il est venu me voir et il m'a dit, écoutez, Président, moi je roule un petit peu en vitesse, en loisir, mais il va sur des circuits, Michael. Et vous savez qu'il a eu une carrière exceptionnelle en motocross. Il dit, moi, bon, les circuits de vitesse, aujourd'hui, ils ont atteint un niveau de sécurisation qui est tout à fait exceptionnel. Aujourd'hui, bon, blesser un spectateur sur un circuit de vitesse, c'est quasiment impossible. Il y a des dégagements, il y a du grillage FIA, etc., etc. Par contre, au motocross, on est toujours au régime des années 70. Hein, il y a toujours il y a des barrières de châtaigniers là, pour délimiter la piste. Le public est juste derrière, c'est-à-dire il peut y avoir simplement 1 mètre entre les motos et le public. Et puis les machines, elles vont plus vite quand même. Elles se sont améliorées. Les parties cycles ont progressé, les moteurs ont progressé. Mais en termes de sécurité, ça n'a absolument pas progressé. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait là aussi agir? Vous avez su le faire en vitesse, il faudrait peut-être aussi le faire. Y penser aussi en motocross. Et je me suis dit, mais en fait, il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Moi qui viens de la vitesse, c'est vrai que quelquefois, vous êtes un peu impressionné. Vous voyez des motos passer à 110, 120 km à l'heure, à ras du public. Et puis des accidents, il y en avait. Il y avait des accidents, il y avait des motos qui sortaient dans le public en motocross. Ça arrivait. Pas tous les jours, heureusement, mais ça arrivait. Et donc, j'en ai discuté un petit peu au sein de la fédération. Et puis, il se trouve qu'Olivier Robert, à l'époque, qui était l'entraîneur national, souhaitait prendre une autre voie. Donc, on lui a dit, écoute, Olivier, on a cette possibilité-là. Tu maîtrises bien la discipline. Tu la connais parfaitement. Tu as un certain honorat. Est-ce que tu ne penses pas que tu pourrais occuper cette fonction et te prendre en charge cette mission ? Olivier, ça l'a intéressé, il a accepté. On a demandé à un autre garçon, Loïc Léonce, de l'assister, de l'accompagner. Et puis on a lancé ce programme. Moi, j'avais peur qu'il y ait une très forte réticence, parce que vous savez, lorsque vous êtes président d'un club de motocross, vous avez d'abord peu de moyens. Et puis, vous allez dire, mais non, là, il n'y a jamais eu d'accident. Moi, ça fait 15 ans que je suis président du club. Là, il n'y a jamais rien eu, etc. Bon. Et puis, donc, c'est pas très facile de dire, si, moi, malgré tout, je vais vous demander de repousser la barrière ou de remettre un espace supplémentaire, parce que pour moi, c'est pas suffisant. Donc, j'ai eu peur que ça soit difficile. Et en fait, c'est passé pas trop mal. Ça n'a pas été trop. On a réussi à faire passer les choses en douceur. C'est grâce en partie à Olivier, parce que Olivier sait être suffisamment diplomate quand il le faut. Mais petit à petit, on a upgradé en fait le niveau de sécurité des circuits, y compris d'ailleurs des circuits de ligue, des circuits régionaux. Il n'y a pas que, on ne s'est pas occupé uniquement d'Ernée et de Saint-Jean ou de Villars. Hein. C'est vraiment tous les circuits de France qui sont concernés. Mais de toute façon. Mais c'est plus de 1000 visites aujourd'hui. 1212, vous avez le chiffre, 1212 visites de circuit faites par un expert FFM, ces experts comme Olivier Robert par exemple ou Loïc Léonce. C'est ça, tout à fait. Alors, pourquoi on a 600 terrains, alors 1200 parce qu'ils ont été visités plusieurs fois. Hein. On peut, tout mathématicien de CM2 vous dira qu'en moyenne, on a visité 2 fois chaque circuit. Et en effet, on continue à améliorer les choses. Alors, au début, c'était surtout la protection du public qui était visée. Hein. Depuis qu'on a mis ça en place, on n'a plus un accident. On n'a plus un accident corporel depuis. Et puis, il y a aussi, aujourd'hui, on travaille aussi sur l'amélioration des pistes pour les pilotes, parce que quelquefois, il y a des choses un petit peu risquées, un petit peu osées, et on essaie de faire en sorte d'améliorer la sécurité. On le voit clairement sur les chiffres d'accidentologie, hein, puisqu'on a des chiffres avec l'assureur, et les choses vont dans le bon sens. Voilà, on a sécurisé pour le public, ce qui était forcément important, mais également pour le pilote. Et ça, c'est une autre phase et une autre volonté, bien évidemment. Justement, vous avez parlé d'Olivier Robert, ancien entraîneur de l'équipe de France de motocross. Maintenant, au cœur de ce projet-là, nous allons écouter tout de suite son témoignage. Depuis 2014, je suis en charge de la sécurité des circuits tout-terrain. La mission qui m'a confiée s'est faite en 2 temps. J'ai d'abord écrit de nouvelles règles, puis j'ai visité des circuits pour les mettre en application. Ces règles sont faites pour mettre en sécurité les zones spectateurs, tout en rendant plus sûres nos pistes pour les pilotes. C'est désormais mon quotidien. Épaulé par Loïc Léonce, nous visitons tous les circuits de motocross en France, que ce soit des pistes d'entraînement ou de compétition, pour les clubs FFM ou pour les clubs UFOLEP, ou même pour les privés. Cette expertise, voulue gratuite par le président Jacques Boll pour les clubs FFM, a d'ores et déjà porté ses fruits, puisque le nombre de sinistres est en baisse depuis ces dernières années. Oui, alors vous avez noté
les terrains FFM et les terrains UFOLEP. D'ailleurs, je salue Philippe Machu, qui a été longtemps président de l'UFOLEP et qui est vice-président aujourd'hui. Ça a fait l'objet de conventionnement. En fait, on est tombé d'accord avec l'UFOLEP. On a considéré qu'il fallait que le standard soit le même. C'était ridicule d'avoir un terrain FFM à tel endroit avec un niveau de sécurité, on va dire, à 10, et puis à 2 km de là, un terrain UFOLEP avec un niveau de sécurité à 5, ou l'inverse d'ailleurs. Bien. Donc, on s'est mis d'accord. On s'est dit qu'il faut qu'il y ait le même standard en France, parce que, d'ailleurs, souvent, les licenciés de l'FFM sont ceux de l'UFOLEP et inversement. Et donc, on a conventionné et aujourd'hui, on visite la totalité des circuits en France, de l'une ou de l'autre fédération. Mais quelquefois, même si on a les meilleurs circuits, même si on a des top pilotes, c'est dur de pratiquer. Et la défense de la pratique, ça fait également partie de vos volontés. Oui, effectivement, Jacques, on passe à la thématique suivante. Ça a été effectivement la défense de la pratique, une des priorités de votre mandature. Ça aurait été la défense de la pratique moto au sens large, avec le sport. La voie publique, vous avez parlé souvent dans les différentes conférences de presse, année après année, de motophobie. Oui, en effet, de motophobie, mais ça c'est clair, je crois que tout le monde le voit aujourd'hui. Il y a en effet une volonté, on va dire qu'aujourd'hui la moto n'est pas politiquement correcte, donc que ce soit d'ailleurs le sport moto ou la moto en général. Et donc en effet, avec la FFMC, on a souhaité à ce niveau-là le dénoncer, on s'est battu là-dessus, et lorsqu'on voit le succès qu'a obtenu la FFMC là, tout récemment concernant Paris et les masques, eh bien ça démontre que l'on peut, lorsqu'on travaille intelligemment, on peut obtenir gain de cause quelquefois. Alors, Président, vous êtes comme une partie de votre équipe, d'ailleurs juriste, vous connaissez parfaitement l'importance du soutien juridique au club, l'importance des actions juridiques, et la FFM n'hésite plus maintenant à attaquer carrément des décisions des préfets ou de l'État. Il y a eu des victoires emblématiques. Oui, alors on ne passe pas notre temps à ça, quand même. Mais lorsqu'on considère qu'une décision préfectorale d'interdiction est totalement injuste, ou lorsqu'il n'y a pas d'argument vraiment solide ou valable, eh bien, on n'hésite pas en effet à attaquer la décision, et généralement le juge administratif nous donne gain de cause, en effet. On peut parler récemment de l'Essartrou notamment. Ça, c'est tout récent, en effet, ça remonte à il y a un mois peut-être. Et alors là, c'est le schéma un peu classique, vous savez, c'est un circuit qui pourtant n'est organisé que 2 ans, c'est-à-dire que 2 ans, pardon, que 2 fois par an. 2 fois par an, il y a une compétition organisée là-bas. Le reste du temps, ça ne tourne pas, c'est dans un grand domaine. Eh bien, il y a à côté un type qui a monté une association, ils sont 5, et ils ont réussi, dans un premier temps, à faire interdire toute activité moto sur le site. Encore une fois, c'est 2 jours par an, ou 2 week-ends par an. Voilà. Et donc, on a attaqué cette décision et on a réussi à obtenir gain de cause devant le juge administratif. Alors, l'affaire n'est pas finie parce qu'on vient d'apprendre qu'ils avaient fait appel de la décision du tribunal administratif de Bordeaux. Mais enfin, bon, on verra. En tout cas, on a obtenu une victoire, et en 2021, il y aura des compétitions, en tout cas sur le site, puisque dans l'attente de la décision de la Cour d'appel, mais qui n'interviendra pas avant sans doute 2 ans. Très bien. Alors pour la défense de la pratique moto et le combat de la motophobie, vous avez été à l'initiative du rapprochement de la FFM avec beaucoup de gens, la FFMC, le Codever, la SIAM et également le CNPA. Pourquoi ? Vous savez, c'est un tout petit milieu, la moto. Donc si en plus on se tire dans les pattes, comme ça a été quelquefois le cas dans le passé, c'est ridicule. C'est ridicule. Donc moi, j'ai essayé d'être à l'origine on va pas dire une fédération, mais c'est un petit peu ça, en fait, une fédération sportive. Elle est là aussi pour fédérer les bonnes volontés, et en l'occurrence, les bonnes volontés pour la défense de la moto en général. Bien, écoutez, merci Président. Et pour imager ce que vous venez de dire, vos propos, voici des témoignages des grands acteurs des 2 roues motorisées. De mémoire, c'était au moment où il était envisagé de délocaliser le circuit Carole pour le déplacer très loin ailleurs en banlieue. Et comme les 2 fédérations étaient très attachées au circuit Carole et à l'histoire du circuit Carole qui est commune, on s'est retrouvés et on a travaillé ensemble pour éviter ce déplacement. Et on y est arrivé d'ailleurs, puisque le circuit Carole est toujours au même endroit. Jacques Boll, il était à l'initiative de la demande. Il avait besoin du soutien de la FFMC pour appuyer son travail à lui. Mais au départ, c'est Jacques Boll qui a souhaité que le circuit Carole reste là où il était, et puis qu'on en fasse un emblème de la moto en Île-de-France.
Jacques Boll, il a toujours été vachement ouvert par rapport à la FFMC, alors que souvent on est regardé un peu comme des troublions, on fait que des manifs, on fait que du bruit, on dérange. Lui, il nous a jamais vus de cette manière-là. Enfin, moi, je l'ai jamais ressenti de cette manière-là, au contraire. Jacques a eu le mérite d'initier la première réunion formelle au sein de la FFM. C'était en novembre ou en décembre 2017. Et pour la première fois, on s'est tous mis autour de la table pour débattre des sujets d'intérêt commun, ce qui était évidemment une très bonne chose. Il s'est passé beaucoup de choses pendant les mandatures de Jacques Boll. On a senti un vrai leadership de sa part sur d'abord le monde de la compétition, là où il était attendu. Mais ce que je retiendrai surtout, c'est que Jacques Boll a souhaité intégrer la FFM dans la défense des intérêts de la moto au sens large et sans se limiter au seul monde de la compétition. Il a œuvré sur tous les fronts de façon à défendre nos intérêts communs. Et ça, c'est assez remarquable. L'INCM, c'est l'Institut national du cycle et motocycle, qui est l'institut de la branche pour la formation spécifique de nos métiers. La mandature de Jacques Boll a fait ce rapprochement. C'était vraiment une volonté pour lui de ne pas parler que de sport, mais du monde de la moto en règle générale, pour arrêter que les pouvoirs publics pensent moto, bruit, délinquance, cross-bitume, nuisances sonores. Jacques Boll a été partie prenante et très vite il a compris l'intérêt de mutualiser à la fois nos informations, nos moyens et nos actions, voire notre communication. Et nous, on a senti avec l'arrivée de Jacques Boll un vrai virage où la FFM avait vraiment envie de défendre et d'être dans la représentation de l'ensemble des sports mécaniques, tout au moins des sports mécaniques à guidon. On a établi une véritable collaboration avec le service juridique pour vraiment défendre à la fois les clubs et aussi les pratiques individuelles sur le terrain. Voilà, puis sur le plan du sport, vous en avez parlé tout à l'heure, aussi initié un travail de rapprochement de la FFM avec l'UFOLEP. Et on va entendre maintenant un témoignage de Philippe Machu de l'UFOLEP. Quand et comment s'est opéré le rapprochement FFM-UFOLEP, nous avons peut-être toujours eu des relations avec la FFM, mais il est vrai qu'à partir de 2008, nous avons enrichi cette relation et organisé cette relation, notamment à travers des conventions qu'on révisait régulièrement tous les ans, par des aspects de stratégie politique, de développement, ou par des aspects techniques, sécurisation des pratiques, homologation des terrains, etc. Donc depuis 2008-2010, vraiment, les choses ont changé. Et je crois que c'est dans le respect mutuel qu'on a vraiment construit cette coopération au bénéfice du développement de la pratique des activités mécaniques moto. Des présidents ou des fédérations avec lesquelles les relations sont aussi courtoises et positives, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup d'autres. Il y en a certainement quelques-unes, mais celle-ci était particulièrement exemplaire, je crois, parce que le sujet était complexe. Beaucoup de fédérations nous considèrent plutôt comme des concurrents que comme des acteurs complémentaires du développement de la pratique, quelle que soit la discipline. Et pour le coup, c'est vrai qu'avec la FFM et avec Jacques Boll, on a pu conduire des conventions très positives de respect et de développement de la pratique conjointe. Voilà, Jacques, est-ce que vous voulez, avant qu'on passe à la prochaine thématique, réagir sur une des réactions qu'on a vues ? Non, simplement, bon, ça ne fait que confirmer ce que j'ai dit avant. Moi, j'ai toujours eu la volonté de collaborer, d'essayer de mutualiser nos moyens et de fédérer tout ça. Donc, bon, visiblement, j'y suis un petit peu arrivé. Maxime ? Oui, la suite, ça va être également une réforme de la gouvernance. Et là, ça a également évolué, ça a bien changé ces 12 dernières années. Déjà, vous avez fait le choix d'être un président au siège de la FFM, avant de parler de réforme. Oui, tout à fait. Alors, jusqu'à maintenant, il faut savoir que la loi, pendant longtemps, a interdit à un président de fédération d'être indemnisé. C'était interdit, tout simplement. Alors ça, évidemment, on peut penser que lorsque les gens étaient en âge de travailler, n'étaient pas à la retraite, lorsqu'ils se retrouvaient à la tête d'une grosse fédération, il fallait trouver un moyen pour malgré tout gagner sa vie. Et donc, quelquefois, il y avait peut-être des dérives, mais c'était le système qui voulait ça. Ou alors, on voyait quelquefois les douanes, par exemple, admettre qu'un de leurs directeurs soit jamais au bureau et passe son temps au siège d'une fédération, d'une grande fédération française. Voilà. Bon, alors lorsque
lorsque ça vient des douanes, ça fait un petit peu sourire, mais enfin, c'était comme ça. Bon. En 2001, la loi a changé et depuis 2001, il est possible d'indemniser donc les présidents. Donc moi, ça m'a permis d'être en effet à temps quasiment complet à la Fédération française de moto. Et c'est évidemment plus facile de gérer une fédération lorsque vous êtes au quotidien. Hein. Mon prédécesseur qui est dans la salle et qui était un gros travailleur, lui malheureusement, il avait son métier chez Peugeot et il ne pouvait pas être au quotidien à la fédération. Donc c'est bien sûr, et d'ailleurs c'est lui qui a mis en place, je tiens à le dire, c'est Jean-Pierre Mougin qui a mis en place la possibilité pour un président d'être indemnisé de son temps. Pour lui, il ne l'a pas utilisé, mais il considérait que c'était inéluctable, c'est ce qui allait arriver, etc. Et donc, ça a été mis en place et en effet, ça m'a permis vraiment de diriger la fédération. Hein. Ce n'était pas mon directeur général qui dirigeait la Fédé au quotidien, c'était moi. Alors au quotidien, ça permet de réformer justement, parce qu'il y a eu des réformes dans cette gouvernance avec des axes différents. Une première sur les statuts. On le voit, 3 mandats électifs au maximum, c'est ce qui est en vigueur actuellement, et un âge limite qui est de 70 ans. Oui, 3 mandats, eh bien, écoutez, ce qui explique d'ailleurs mon départ dans 2 jours. Jusqu'à maintenant, le nombre de mandats était illimité. D'ailleurs, l'un de mes lointains prédécesseurs était resté près de 40 ans président à la fédération. Hein, donc, c'était dans les années 20, 30, 40. Hein, mais 20 ans, c'était commun. C'était courant. Et pour moi, c'est trop long. D'autant plus qu'il est rare que les présidents de Fédé soient élus à 30 ans. En général, c'est plutôt aux environs de 50, 60 ans qu'on est élu président de la fédération. Donc, on terminait quand même à un âge relativement avancé. Donc, moi, j'ai considéré que 3 mandats, c'est suffisant. Hein. D'ailleurs, le président de la République, aujourd'hui, il fait 10 ans maximum. Hein. Donc, 3 mandats, c'est 12 ans. C'est à peu près comparable. Et c'est le choix que j'ai proposé à l'Assemblée. Et donc, aujourd'hui, et d'ailleurs, je me l'applique moi-même. Parce que vous savez, très souvent, ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on considère que ça ne concerne que le futur. Donc, si vous avez déjà fait 2 mandats, hein, vous dites, on le limite à 3. Mais en fait, le premier, c'est soit le mandat actuel, soit même le suivant. Donc, en fait, il y a le président de la Fédération italienne qui a fait ça. Et en fait, il est resté 5 mandats en tout. Voilà. Bon, mais moi, j'ai considéré que si j'estimais que 3 mandats, c'était le maximum, il fallait que je me l'impose à moi-même, même si ça a été voté il n'y a que 4 ou 5 ans seulement. Et un âge limite, donc, qui sera de 70 ans dorénavant. Autre réforme qui va s'appliquer prochainement, c'est sur justement l'évolution, l'élargissement du socle électoral. Oui, c'est la première fois. Vendredi, ce sera la première fois que l'on aura 120 ou 130 votants. Jusqu'à maintenant, il y avait que les régions qui votaient. Alors les régions, il y en avait 23, je crois, précédemment. Maintenant, il y en a plus que 13, si on ne compte pas les dom-toms. 13 grands électeurs, voyez, pour 100 000 licenciés. Bon, on pouvait dire qu'il y avait une certaine déperdition, donc j'ai souhaité qu'on élargisse quand même ce socle. Et alors, mais il fallait trouver, c'était pas forcément très facile, il fallait trouver un moyen terme, parce que le système modifier les statuts, ça veut dire demander à des gens qui ont le pouvoir, qui sont les grands électeurs d'aujourd'hui, d'accepter d'en abandonner une partie pour le confier à d'autres. C'est pas toujours très facile. Donc, j'ai fait une première tentative qui a été boulée. J'ai fait une deuxième tentative où là, j'ai proposé simplement, la première tentative était de faire voter les clubs. Bon, le comité directeur a considéré que c'était pas le bon choix. Donc ensuite, j'ai proposé que ce soit les comités départementaux, il y en a 100, hein, qui votent. En plus des comités régionaux, en plus des ligues régionales. Voilà. Donc ça a permis d'augmenter le nombre d'électeurs. On est passé, donc aujourd'hui on serait qu'à 12 ou 13 avec la nouvelle régionalisation, et on va être à 130 à peu près lors des élections. Il y aura 130 grands électeurs. Donc 130 personnes qui vont voter pour le prochain président, et ça sera vendredi 9 octobre, dans 2 jours. C'est ça. Allez, ça nous permet de passer à la suite. Ça sera le futur. Et le présent, c'est du sport, c'est également une nation qui a été présente sur les plus grands championnats. Je vais commencer par vous proposer un chiffre, 29. 29, à quoi ça peut correspondre dans notre sport moto? 29, eh bien, c'est le nombre de titres mondiaux remportés par équipe depuis 2008, donc depuis ces 12 années, 29 titres mondiaux, c'est une belle évolution, c'est un beau résultat. Monsieur le Président, les résultats sportifs qui sont quand même exceptionnels sous votre mandature.
Alors oui, on a largement augmenté le nombre de titres, que ce soit en individuel ou en titre par équipe. Objectivement, moi, ce dont je suis le plus fier, ce sont les titres par équipe. Parce que lorsqu'un garçon est champion du monde de motocross, de vitesse ou d'enduro, c'est d'abord à lui qu'il le doit. Même si la fédération, bien souvent, est intervenue dans sa carrière, l'essentiel en fait du travail a été fait par le pilote et par son entourage proche, même si aujourd'hui on les aide. Hein. Le nombre de pilotes qui sont aidés par la fédération est très très nombreux aujourd'hui. Par contre, lorsqu'on parle de course par équipe, là c'est clairement la fédération qui manage. Oui, allez-y, allez-y. Justement, oui. Regardez comment vous avez managé tout cela. On va voir la répartition des titres. Sur ces 29 titres mondiaux remportés, il y en a eu 5 au motocross des nations. Ça a fait grand bruit. Les ISDE également, avec 14 victoires aux ISDE. On en a eu 8 au Supermotard des nations et également sur les long track des nations avec 2 victoires. On fait l'addition, on obtient 29 titres, 12 ans. C'est énorme. Quelle est la recette de la FFM pour en arriver là? L'investissement. On a mis clairement, on a mis de gros moyens, des moyens humains, des moyens financiers. On a mis aussi une certaine autorité. Alors je sais bien que ça fait grincer quelques dents, mais on a su aussi imposer. C'est la fédération qui manage l'équipe de A à Z, à commencer par la sélection, par exemple. Et vous en avez été l'auteur de plusieurs sélections commentées ces dernières années, ça c'est sûr, et également une organisation. Il y avait une vraie organisation quand on partait sur les IS2, sur le motocross des nations, qui avait été mis en place. Oui, mais c'est les moyens que j'évoque à l'instant. En effet, on a mis beaucoup plus de moyens lorsque, les épreuves les plus connues, les épreuves par équipe les plus connues, c'est le motocross des nations. Il faut savoir que, je rappelle encore une fois, que la majorité des licenciés de la Fédération française de moto, que la majorité des clubs de la Fédération française de moto, que la majorité des terrains, des sites de pratique de la Fédération française de moto, ce sont du motocross. C'est le motocross qui est la discipline la plus importante en nombre, en tout cas, à la Fédération française de moto. Et donc, le motocross des nations, c'est quelque chose qui est vraiment suivi par des dizaines, des centaines de milliers de personnes. Vraiment. C'est vraiment très, très important. Et je peux vous garantir que lorsque vous ne faites pas le choix, on dirait, de l'opinion publique, du motocross, la sélection qui plairait à l'opinion publique du motocross, une sélection qui n'est pas consensuelle, par exemple, je peux vous dire que là, vous avez droit pas à 10 ou 20 ou 50 messages sur les réseaux sociaux, à des milliers de messages sur les réseaux sociaux, et il faut l'assumer, hein. C'est pas très facile, et d'ailleurs c'est quelque chose qui sans doute a aidé aussi les gens qui m'entouraient, que ce soit la direction technique nationale, Philippe Thiebaud, que ce soit l'entraîneur national, Pascal Finot, Olivier Robert, Pascal Finot, le fait que le président soit avec eux et assume avec eux les choix, y compris lorsqu'ils sont difficiles, y compris lorsque ça ne plaît pas à la majorité des observateurs, parce que vous savez qu'on a des dizaines de milliers de sélectionneurs en France, hein. Eh bien, le fait que le président soit là et assume avec eux, il dit non, mais écoutez, c'est le choix, d'accord, si vous voulez, c'est mon choix, comme ça, il n'y aura pas de problème, c'est beaucoup plus facile. Hein, vous savez, lorsque vous ne prenez pas Marvin Musquin, qui est considéré par tout le monde comme le Français numéro 1, c'est évident qu'il faut le prendre, c'est évident. Et lorsque vous prenez quelqu'un d'autre, parce que vous considérez que Marvin n'était pas forcément très motivé, en tout cas ça a été notre avis, hein, et lorsque vous prenez un autre garçon qui fait moins l'unanimité, je vais vous dire qu'il faut l'assumer derrière, il faut l'assumer. Bon. Vous l'avez assumé, et vous vous en souviendrez, je pense, de ces grands moments-là. Ah oui, je m'en souviendrai. Bon, et d'ailleurs, ce qui est paradoxal, c'est que vous vous rendez compte que même si vous gagnez, parce qu'on a gagné, hein. On a gagné, faut quand même le rappeler. C'est des choix couronnés de succès. Même donc, vous faites un choix osé, vous gagnez, vous vous rendez compte que derrière, vous continuez à vous faire insulter. Vous continuez à vous faire. Alors évidemment, lorsqu'un garçon a dit de toute façon, si cette équipe-là fait quelque chose, je deviens eunuque, évidemment, ça doit le gêner après la course, lorsqu'on a gagné. Bien. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils avaient un peu d'agressivité après, peut-être. Moi, juste une question. Du coup, pendant vos 12 ans, ça a été ça votre plus grande critique, Fronde, ou ça a été l'épisode Ornella-Ongaro? Il y a eu d'autres choses? Qu'est-ce qui a été le plus dur contre vous? Oui, c'est sans doute le point qui a suscité le plus de critiques, sans doute. Le motocross. Oui, le motocross. Et pourtant, on a eu des résultats exceptionnels. 5 victoires au motocross des nations. Hein. Il faut rappeler que le motocross des nations, ça existe depuis les années 50. Alors 5 victoires, on le rappelle, sous vos mandatures. Oui, le motocross des nations existe depuis les années 50. Hein, des années 50 à 2008, une victoire. C'est ça. En 2001, en Belgique. Hein, sous ma mandature, il y a eu 11, puisqu'il n'y en a pas eu cette année, il y a eu 11 éditions de motocross des nations. On a gagné 5 fois, quasiment une fois sur 2. Voilà. Ben, malgré ces résultats tout à fait
exceptionnel, hors norme. J'ai jamais fait l'objet d'autant de critiques que là-dessus. Mais de toute façon, bon, je crois que c'est le lieu de tous les sélectionneurs, je crois. On se souvient d'Aimé Jacquet, hein, vous vous souvenez, vous et Auger Monnier à l'époque, et puis qui finalement ont remporté le championnat du monde de football. Voilà. Donc, disons, ça restera à la fois une de mes plus grandes fiertés, parce qu'on a gagné. On a gagné à chaque fois, contrairement à ce que tout le monde annonçait, à ce que les pronostiqueurs annonçaient. Eh bien, on a gagné, et pourtant, on n'a pas fait de l'unanimité, y compris après les courses qu'on avait gagnées. Alors, des courses, on en a gagné, en individuel aussi. Hein, les pilotes français ont été au sommet des classements. On va voir justement les résultats côté individuel, avec de nombreux titres, là aussi 52 victoires en Coupe du Monde. On va pouvoir avoir également 64 titres mondiaux sur 12 ans. C'est toujours ça qu'il faut rappeler quand même, parce que c'est sur 12 ans, on a 86 titres européens. Donc là, on voit que la filière française, finalement, elle a été bien éduquée, elle a été bien préparée. La filière française, vous y travaillez justement. Il y a des outils pour que ces pilotes deviennent champions du monde. Oui, alors, c'est pas moi qui ai créé les filières, elles existaient déjà avant moi. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est l'aide financière qu'apporte la fédération aux pilotes. On met aujourd'hui de relativement gros moyens pour aider les pilotes. Quelquefois, je me souviens de Loris Baz disant un jour qu'il avait pu faire une saison de Grand Prix en MotoGP parce qu'il y avait la fédération et Claude Michy qui l'avait assisté, qui l'avait aidé. Donc, je pense que c'est quelque chose là aussi qu'il faut continuer à faire. D'abord, c'est bien pour l'image de la fédération, mais ça permet aussi quelquefois de boucler un budget. Et donc, on ne peut pas le faire pour tout le monde, bien sûr, mais en tout cas, les garçons et les filles qui sont à haut niveau, eh bien, il faut, à mon avis, continuer à le faire. Voilà, on voit souvent la FFM représentée sur les casques de ces pilotes. Justement, juste une petite aparté, on ne les a pas cités en début de conférence. Le CERT qui est tout juste champion du monde, et ils sont là, Damien Saulnier, et justement qui représente cette équipe. Donc on les salue. Ça, c'est un titre, justement, ils étaient par équipe, eux aussi. Cette année, c'était en endurance. Justement, ces équipes, elles nous ont fait rêver, elles nous ont fait vibrer, quelquefois pleurer, quelquefois crier. Eh bien, je vous propose de revivre maintenant les moments forts de ces grandes victoires des équipes de France. Voilà, on a vu à la fin donc certaines des victoires, enfin les victoires aux nations. D'ailleurs, je salue Jordi Tixier qui est dans la salle et qui me fait le plaisir de m'accompagner pour cette dernière conférence de presse. Jordi qui a remporté le motocross des nations il y a 2 ans. Exactement, c'était une belle victoire aux États-Unis, d'ailleurs chez les Américains. C'est des images pleines d'émotions, hein, surtout quand on a pu suivre ces équipes, quand on a créé ce groupe, quand on les suit toute l'année, quand on les sélectionne au final. Pour vous, c'est aussi de belles récompenses. Oui, bon, ça on l'a dit, c'est une belle récompense. Je tiens d'ailleurs à saluer la direction technique nationale, hein, parce que là aussi, je ne le fais pas tout seul. Hein. Alors certes, c'est le président qui, in fine, prend la décision, mais j'ai été vraiment bien accompagné là, par Philippe Thiebaud, qui a structuré en fait tout ça. Ça a été structuré par Philippe. Je me souviens d'une rencontre qu'il avait eue avec Gauthier Paulin, et il avait dit à Gauthier, mais à ton avis, que faut-il faire pour qu'on remporte les nations? Gauthier avait donné ses idées, on en a suivi certaines, et puis on a mis des moyens. Voilà, on a mis clairement beaucoup de moyens. Et puis, encore une fois, on a mis de l'autorité aussi. Ça, contrairement à ce que certains pensent, c'était indispensable. C'était indispensable. Très bien. En tout cas, elles ont été couronnées de succès, ces bonnes sélections.
Rémi. C'est l'heure de la conclusion déjà, Jacques, et avant C'est de le moment émotion. Quoi. Pas encore. Mais avant votre conclusion à vous, on va avoir une ultime vidéo pour les témoignages des gens du monde de la moto, dont notamment, je crois, Jordi Tixier, que vous venez de citer. Cher Jacques, 12 ans de présidence, c'est beau. C'est d'ailleurs pour l'instant toute ma carrière à haut niveau. Moi je me rappellerai en tout cas qu'on a eu un président de fédération qui a gagné un Grand Prix de moto. Et ça permet d'être sûr que la personne connaît son sujet et qu'il a la passion pour le sport mécanique. Donc je te souhaite bonne continuation pour le reste et sans doute à très bientôt. Bonjour Jacques. En quelques mots, un exercice peu simple. J'aimerais souligner tout d'abord ta passion pour la compétition motocycliste et surtout ta connaissance de l'histoire de la moto et de la compétition. Aucune histoire, petite ou grande, ne t'a jamais échappé et c'était toujours un plaisir et surtout très instructif de t'entendre partager cette culture moto. Ton engagement pour la compétition endurance a toujours été sans faille et pour nous, ACO, c'était un relais crucial pour l'existence de notre discipline. Pour tout cela, je te remercie très sincèrement, Jacques. La présidence de Jacques Boll, c'est 12 ans de réussite finalement, dans 3 domaines. Le premier, ça a été la protection du sport. Financièrement pour les motoclubs, sur le plan administratif en les protégeant juridiquement lorsque les organisations étaient attaquées administrativement, et puis la protection des circuits de motocross qui ont été rachetés, le circuit Carole qui a été sauvé, donc vraiment un engagement fort. Deuxièmement, un engagement dans la durée, la continuité après Jean-Pierre Mougin en poursuivant les actions menées et en les renforçant, et puis des actions totalement innovantes comme la création du fonds de dotation du patrimoine du sport moto qui inscrit dans la durée un effort durable. Et puis enfin, c'est la dimension internationale. Jacques, en tant que vice-président de la FIM, mais aussi jamais on a eu autant de Français dans les commissions et dans les comités directeurs de la FIM. Merci Jacques pour tout cet engagement et bonne chance à ton successeur. Jacques Boll, au-delà de ses qualités de président de la Fédération française de moto, a été pour nous responsable de circuit, un allié et un partenaire dans nos relations, pour ne pas dire parfois conflictuelles, avec les autorités administratives. Alors encore une fois, merci Jacques, merci à toute l'équipe de la FFM, et puis bon vent à toi, et je suis sûr à très bientôt pour de nouvelles aventures. Jacques, pour moi, c'est un homme de passion. Je vais revenir de sa mandature, notamment parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Tout son investissement pour préserver l'histoire de notre sport moto avec la Fondation du patrimoine. Et il a eu également à cœur de préserver la pratique du sport moto à long terme en investissant dans de nombreux circuits. Donc un grand merci Jacques pour toute cette passion que tu as mis au service de notre sport moto. En tant que professionnel, j'ai apprécié d'être associé aux évolutions de la réglementation sportive et technique. J'ai noté avec beaucoup de plaisir l'aide apportée par la fédération aux clubs organisateurs en supprimant purement et simplement les droits de calendrier. Bravo enfin pour la création du pass circuit qui simplifie la vie des pratiquants occasionnels en garantissant leur responsabilité civile sur la piste. Ce que je retiens de ces 3 mandats de président, c'est l'engagement de Jacques pour la défense des clubs et la pratique du sport moto. Premier exemple, la politique de rachat de circuits qui permet d'assurer la pérennité de l'activité dans de nombreux territoires. Autre exemple, l'action de la FFM face à la remise en cause de nombreuses organisations en raison de la crise sanitaire mondiale. Concernant le motoclub Bernay et l'annulation du motocross des Nations 2020, Jacques a été très présent à nos côtés lors des différentes discussions avec le promoteur et nous a toujours soutenus dans nos décisions. Bonne continuation Jacques et encore merci pour ton action. Ce que je retiens de la mandature de Jacques Boll, c'est du professionnalisme, ce qu'il a réussi à installer à la fédération au niveau législatif, au niveau communication. La moto n'a jamais été aussi bien défendue et avec beaucoup de conviction. Un peu de rigidité parfois, ça fait partie du personnage et en tout cas c'est cohérent. Et on peut être certain que de tous les présidents que j'ai vu évoluer, c'est sans doute celui qui a le mieux lutté pour faire en sorte que la moto, dans son ensemble, soit bien représentée et soit bien défendue. Bonjour à tous. Écoutez, j'ai une profonde reconnaissance pour Jacques Boll, pour le président Jacques Boll, tout ce qu'il a fait pour le sport moto, pour les organisateurs, pour les pilotes, pour la défense de l'activité. Et je crois que son implication, sa générosité, tout son temps passé, sa performance, je dirais, quelque chose qui a été fantastique pour nous tous. Et donc encore bravo Jacques. Il y a 23 ans, quand je suis arrivé au service de la compétition, que je ne connaissais pas, vous voyez, j'avais quelques cheveux encore à l'époque, j'étais agréablement surpris par la gentillesse et l'accueil du président de la CCR que tu étais à l'époque.
Alors je voudrais t'adresser un grand coup de chapeau, un grand coup de casquette, c'est mieux pour nous, pour ta gentillesse, pour ta pugnacité, pour ta persévérance à promouvoir le sport moto qui est le nôtre et la place qu'il a désormais dans le monde. Donc Monsieur Jacques, je te dis à très bientôt et je te dis un grand merci. Ce que je retiens en tant que pilote, c'est que Monsieur Boll a beaucoup fait pour le motocross et pour les sportifs français. Et après au niveau des nations, c'est vrai que c'est une course très médiatique. Donc la plus grosse course au monde, au niveau médiatique et même pour les pilotes. Et c'est vrai qu'il a mis en place une certaine façon de travailler avec Pascal Finot, etc. qui fait qu'à l'heure actuelle, ils ont vraiment fait une réelle machine de guerre. Et qui fait, je pense, que les Français ont gagné 5 fois d'affilée. Jacques, tu as œuvré, tu as milité pour défendre la moto dans toutes les disciplines. Mais pour moi, tu resteras le président qui a uni le monde de la moto. Le circuit Carole, entre autres, cristallise cette volonté que tu as eue de rassembler la FFMC et la FFM. Tu as ainsi donné les clés à l'univers des motards, à celui de la course, pour affronter ensemble le monde de demain. Merci Jacques. Bonjour Jacques. Eh ben, un petit mot pour te remercier car à travers ton mandat auprès de la Fédération française de motocyclisme, tu nous as donné ta confiance pour développer le handisport moto en France. C'est chose faite. Tous les pilotes sont heureux. On te remercie tous et on va continuer sur cette lignée. Bonne continuation. À bientôt. On l'avait vu tout à l'heure avec l'ovation, mais là c'est un plébiscite, Jacques. Stop, n'en jetez plus. Hein. Écoutez, je suis vraiment très ému parce que tous ces témoignages... Je pense qu'ils sont sincères et ça me touche beaucoup. Qu'est-ce que vous-même vous avez retenu de ces 12 années? Ouh là là. Le moment le plus fort. Ouh là là, en une phrase. Être président de Fédé, c'est un boulot exigeant, difficile. Vous êtes exposé, vous êtes en première ligne, vous en prenez plein la figure. Mais c'est un boulot passionnant. Même à la télé d'ailleurs. Même à la télé, oui. Mais c'est un boulot passionnant. C'est un boulot passionnant et moi vraiment je garderai vraiment un très très grand souvenir de ces 12 années. C'est un boulot. Bon, vous avez vraiment un spectre de rencontres qui est vraiment très très important, du licencié de base qui vous interpelle pour tel ou tel problème sur un circuit, jusqu'au ministre des Sports que vous rencontrez assez régulièrement. Voilà, donc j'ai rencontré vraiment beaucoup de gens de qualité. Beaucoup de gens très, très intéressants et puis j'ai découvert des disciplines même, je veux dire. Par exemple, je connaissais peu l'enduro et je me suis rendu évidemment sur de nombreuses épreuves d'enduro, de championnat de France d'enduro et je dois dire que ça a été une belle découverte parce que l'enduro c'est vraiment une discipline passionnante, peu médiatisée mais vraiment passionnante. Alors qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Passionné comme vous l'êtes, vous n'allez pas quitter complètement le monde de la moto, vous allez faire quoi? Du motoball? De l'enduro? De l'enduro, oui, de l'enduro. Non, je ne vais pas complètement quitter le monde de la moto, mais par contre, soyons clairs, je vais quitter l'exécutif de la fédération. Je ne serai plus un décideur à la Fédération française de moto. Il y en a certains qui pensent que je vais rester comme conseiller occulte ou je ne sais pas quoi. Non, je ne serai plus là. Bon, il y a toujours en effet le fonds de dotation, bien sûr. Il y a toujours le circuit Carole où j'aurai encore quelques responsabilités. Mais je vais prendre du recul, c'est clair, je vais prendre du recul. Et puis j'ai d'autres activités. Ceux qui me connaissent bien savent que j'ai des activités professionnelles à côté. Et c'est un peu compliqué en ce moment, il faut s'en occuper avec le Covid. Voilà, mais et puis aussi, j'ai essayé de consacrer un petit peu plus de temps à ma famille et à mes loisirs. Oui. Vous vous rendez compte là que ça y est, dans 48 heures, c'est terminé, c'est fini, toute votre vie va tourner. Il y a de l'émotion. On a préparé un mouchoir au cas où. Non, oui, je me rends compte que c'est fini, mais enfin, tout a une fin. Hein. Tout a une pas fin. de regret d'avoir fait passer cette. Non, parce que franchement, moi, je vous l'ai dit que c'était très exigeant, que c'était compliqué, que c'était difficile, fatigant, et donc moi, je considère que 12 ans, c'est la bonne durée. C'est la bonne durée. Bon, je vais rester encore 2 ans vice-président de la Fédération internationale. Je vais m'occuper peut-être longtemps encore du fonds de dotation. Bon, j'aurai de quoi m'occuper et j'aurai surtout de quoi rester en contact dans le milieu de la moto. Mais encore une fois, il y aura un nouveau président vendredi, un nouveau président de la FFM. Voilà, avant les questions de la salle, une dernière ovation pour Jacques Boll. Merci. On se lève pour Jacques Boll, comme à Gérèse une année.
Merci, merci beaucoup. Et puis arrêtez, vous allez me faire pleurer. Arrêtez. Merci beaucoup. Alors moi, malgré tout, je veux quand même clôturer en tout cas mon intervention en remerciant, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, mais je le redis encore une fois, quand vous êtes président de Fédé, vous n'êtes pas tout seul. Hein, je me souviens quelques fois où j'étais dans des périodes difficiles, où des élus, des vice-présidents, des présidents de commission qui m'appelaient en me disant « Tiens bon Jacques, on est avec toi ». Donc je tiens à remercier les élus, tout d'abord, qui m'ont accompagné pendant en tout cas ces 4 dernières années, puisque ceux que je vais citer, c'est ceux qui étaient à mes côtés dans les 4 dernières années. Hein. Jean-Marc Desnus, mon premier vice-président, Patrick Berthaud, qui est le trésorier de la Fédération, Philippe Durand, le secrétaire général, les vice-présidents, Patrick David, Gilbert Gontier, Thierry Pommier, Vincent Rigaudia, Éric et Christine Simon, Jean-Pierre Forest, qui est le président de la commission de motocross, François Courboulex, le président de la commission trial, Gilles Planchon-Tourly, qui dirige le rallye routier, et puis Pascal Rechko-Jaco, qui est la présidente du Motoball. Et le Motoball, n'est-ce pas Rémi, tu peux en témoigner, c'est une belle discipline. Hein. Rémi a réussi à emmener des footballeurs professionnels de L1 faire un match de Motoball à 3. Et donc, des pilotes de motocross. Et des pilotes de motocross. Il y avait... C'était les pilotes de Serge Guidetti. D'accord. Maxime Després notamment. Maxime Després était là. Voilà, donc bon, ça va donner, je pense, de belles images. Hein, quels étaient les footballeurs de L1 ? Jimmy Algerino, qui était le coéquipier de Rai, notamment lorsqu'ils ont gagné la Coupe des Coupes avec le Paris Saint-Germain. Et Benjamin Nivet, qui venait juste de prendre sa retraite avec le club de Troyes, puisqu'évidemment, pour des raisons d'assurance, on ne pouvait pas emmener des joueurs en activité. Je ne pense pas que le Paris Saint-Germain ou l'OM auraient donné des joueurs pour aller... Parce que c'est dangereux le motoball, hein, ça rigole pas. Dangereux, je ne pense pas que ce soit vraiment le terme, parce qu'on n'a pas d'accident grave. Pour ceux qui ne connaissent pas, un ballon dans la figure... Oui, on n'a pas d'accident grave. Par contre, on a des accidents. En effet, les gens... Scaphoïde. Voilà, on peut se casser un scaphoïde, c'est vrai, en motoball. Et donc, c'est Pascal, c'est une femme qui gère cette commission avec beaucoup de succès. Voilà. Et puis, également un mot sur les permanents de la fédération. Hein, j'ai cité les élus, mais vous savez qu'une fédération, elle a à la fois des élus et puis des permanents. Sébastien Poirier, bien sûr, qui a été mon directeur général pendant de nombreuses années et qui est l'un des candidats à ma succession. Vincent Chaumer-Ifo, qui a pris tout récemment la direction générale à la suite de Sébastien Poirier, la direction générale de la fédération. Tania Petresco, qui est directrice juridique. Pierre Bonneville, que vous connaissez, qui est notre directeur de la communication depuis 25 ans, je crois maintenant. Philippe Thiebaud, donc le DTN de la fédération, j'ai parlé de lui tout à l'heure. Il est accompagné d'ailleurs par Caroline, son adjointe qui est présente là. Et puis il y a une personne qui n'est pas là parce qu'elle prépare les élections, donc elle est en plein dans ses cartons et dans ses dossiers. Vous êtes nombreux à la connaître, c'est quelqu'un d'extrêmement efficace. Et vous savez, je crois que pour réussir que ce soit dans le secteur marchand, dans une fédé, etc., vous avez besoin d'être bien entouré, bien accompagné, et notamment d'avoir un assistant ou une assistante proche avec qui vous entendez bien. Et donc, moi, ça a été Nathalie Lemoine qui, en tout cas depuis une dizaine d'années, m'accompagne. Et Nathalie a été d'une efficacité tout à fait exceptionnelle. Mais encore une fois, voilà, les patrons qui sont là le savent, c'est la clé de la réussite, c'est savoir bien. Merci d'être venu déjà, puis on va conclure cette dernière conférence de presse. Ouais, moi, je voulais aussi vous remercier de nous avoir fait confiance ces dernières années. C'était une des décisions les plus difficiles que j'ai prises, en effet. Oui, malheureusement, on ne va pas pouvoir terminer. D'habitude, il y avait un cocktail derrière. Bon, vous savez que pour les raisons sanitaires, on n'a pas pu l'organiser, c'est pas possible. Moi, encore une fois, j'espère tous vous revoir dans un an. J'espère qu'on fera un bilan qui sera brillantissime pour l'année 2021. Et puis encore une fois, merci de vos encouragements, de vos applaudissements. Ça me fait vraiment très très plaisir et je partirai donc de la présidence de la FFM en gardant ce souvenir. Merci beaucoup.